On ne peut pas se fier à un logo halal en sachant que n'importe qui peut l'apposer sur un emballage. Qui dit charcuterie dit poussoir. Poussoir, c'est des machines où on va pousser la viande. Dans ces machines-là, les tubes ne se démontent pas. C'est très compliqué pour dire qu'il n'y a pas de contamination. On a beau mettre des produits chimiques et on fait des tests ADN avant et après. Et en général, on trouve toujours l'ADN de porc. Et ensuite, c'est le consommateur musulman qui passe derrière et qui mange. Si une viande vient de certains pays, elle ne sera pas halal. J'ai eu des commentaires qui s'opposaient un petit peu à ça. Tu m'avais par exemple parlé de la Belgique. Et je vous dis la vérité. Je vous ai dit, si vous voulez faire de l'immersion, venez avec moi. Je vais vous montrer tout ce qui est halal. Je rentre pas dans le haram, c'est vraiment pas intéressant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Adel. Bonjour Adel, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Impeccable. Alors déjà, je tiens à vous dire, j'ai voulu refaire un podcast avec Adel car on a fait un premier podcast qui a très bien marché. Et justement, il y a eu énormément de commentaires et de questions sur ce podcast. Les gens donc, ont été vraiment intéressés sur le sujet du halal. Mais comme j'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de questions, j'aimerais bien revenir sur certaines questions pour éclairer la communauté et les gens qui ont regardé ce podcast. Donc voilà, si on pourrait revenir sur certains points, ce serait une très bonne chose. Est-ce que tu aurais justement quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer ce podcast? Barakallahu fik déjà pour ton invitation. Et avec plaisir. J'ai eu aussi des retours de mon côté, des très bons retours. Et j'étais content en fait de la prestation. Le message est passé. Et je suis là pour justement éclairer toutes les questions et les commentaires qu'on a reçus sur YouTube. Et donc, on y va. Eh bien, écoute, super. Donc, c'est parti. Alors déjà, j'aurais une première question parce que c'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce sujet-là. Elle est très simple, mais très claire aussi à la fois. Est-ce que tu peux me dire à qui appartient le logo halal? Parce qu'on le voit effectivement sur les emballages des aliments qu'on achète. Mais comment ça se passe? À qui ça appartient? Voilà. Si tu peux m'expliquer en tout cas déjà la base des choses, donc le logo halal. En fait, c'est une bizarrerie chez nous, dans notre communauté. C'est que le logo halal en arabe et halal en français n'appartient à personne. C'est-à-dire que Pierre-Paul Jacques demain veut vendre de la viande, halal ou non halal, peut le mettre dans un packaging, apposer le logo et le vendre, tout simplement. Il n'aura aucun souci ni au niveau de la justice, ni au niveau de la communauté. La propriété n'existe pas sur ce logo. Et c'est ce qui a posé des gros problèmes au niveau du halal en France. C'est pour ça que l'assertif existe aujourd'hui. C'est parce que tout le monde peut faire du halal. On a eu même le cas de Carrefour qui avait du porc halal. Donc c'est passé dans les réseaux. C'était impossible et pourtant on l'a vu, ça a été photographié, etc. Ça fait le buzz. Donc c'est très important de connaître cette bizarrerie et de comprendre aussi pourquoi le marché est fou dans le monde du halal. D'accord, c'est pour ça qu'existent justement les certifications, parce qu'en gros, si je comprends bien, une entreprise qui décide de créer ses packaging et de mettre un logo halal dessus, il ne sera pas dans l'illégalité de la loi. Il a tout à fait le droit de le faire sans rendre de compte à qui que ce soit, en fait, si je comprends bien. Exactement. C'est le gros problème qu'on a. Et la certification est là pour tracer tout de l'abattage à l'assiette et de tracer le produit. Donc la traçabilité est très importante sur le produit. Et c'est pourquoi on doit être là de l'abattage à l'assiette du consommateur. Voilà. Mais c'est très bien en fait de venir de poser cette question-là parce que au moins c'est clair, c'est que on ne peut pas se fier à un logo halal en sachant que n'importe qui peut l'apposer sur un emballage. Donc les certifications servent à ça, c'est qu'il y a un logo halal, mais ensuite derrière il y a d'autres vérifications et d'autres contrôles qui sont faits pour ça. Exactement. Ok, donc déjà, merci pour cette information. Alors déjà, une question que je me pose, et j'aimerais bien que tu puisses y répondre. Comment ça se fait qu'on n'a pas nos propres usines, nos laboratoires aujourd'hui?
première réponse que je vais te donner, c'est une réponse sociologique. C'est une question de mentalité, en fait. Les premières générations qui sont arrivées en France, ils sont venus pour se poser, travailler, faire leur argent et retourner dans leur bled, au Maghreb en général, en Algérie, Tunisie et Maroc. Et donc, ils ne voulaient pas s'implanter en France. Or, les dernières générations qui sont aujourd'hui, nos générations, sont français, ils sont implantés en France, ils ont été éduqués à la française, ils ont une histoire de France. Et ces gens-là, ils sont dans une autre mentalité. Donc, cette génération, c'est maintenant des cadres sup, c'est des gens qui ont des moyens financiers, qui ont une bonne capacité et qui ont des idées, qui ont une ambition à développer quelque chose en France. Et petit à petit, l'idée fait son chemin. Il y a des gens que je côtoie qui commencent à développer des CEV. CEV, c'est des centres d'élaboration des viandes. C'est vraiment des petites structures. Mais d'autres ont développé aussi des usines. Donc, pour faire de la charcuterie à un niveau plus gros. Dans le premier podcast, on avait dit qu'en Pologne, par exemple, il y avait des abattoirs qui appartenaient à des musulmans. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En Roumanie, la communauté turque est très présente, historiquement. Donc ils ont beaucoup d'infrastructures là-bas, il n'y a pas de souci. En Angleterre, la communauté pakistanaise ont beaucoup d'usines aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est leur propre usine, en fait, c'est ça? Ils sont propriétaires. C'est des milliardaires, les Pakistanais. Parce que justement, c'est des gros coûts d'investissement d'ouvrir une usine. C'est très, très lourd. On a deux problèmes chez les musulmans. C'est que le premier souci, c'est que on n'a pas droit au crédit. D'accord ? Donc c'est très compliqué d'avoir une stratégie de développement sans crédit. Aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas, quasiment. Sauf s'il y a un donateur ou des gens du Moyen-Orient qui sont très lourds, qui viennent et qui veulent développer. Investissent. Et ça arrive en France, d'accord ? Il ne faut pas rentrer dans les détails, mais ça arrive en France. Il y a des structures qui sont en train de se développer. Dans le Maghreb également, des milliardaires maghrébins qui viennent en France et qui s'implantent et qui développent la charcuterie, par exemple. D'accord ? On va parler d'Islam mondial. Il y a une grosse famille derrière. Et ils développent sur la Bretagne la charcuterie. Et ils sont bien implantés. Donc voilà, les structures commencent à se développer, commencent à s'implanter. Et c'est de bon augure pour la communauté. D'accord. Ouais. Mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est vraiment en fait de la sous-traitance. Et en fait, donc, on va dans des usines déjà existantes, mais qui ne font pas. Donc, c'est quoi ? C'est des usines qui ne font pas que du halal, ça veut dire ? C'est exactement. Ça ? Donc, les propriétaires sont des usines, par exemple en France, je vais parler de la France, sont français, donc c'est normal, hein, on est en France. Et on trouve un créneau dans certaines usines. Il y a des soucis parce que, par exemple, il y a des usines qui font du porc. Donc, on ne peut pas dire à Justin Bridou d'arrêter de faire du porc ou à Pierre-Paul Jacques de dire nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on essaie de trouver des créneaux. Si c'est possible de produire sur l'usine, il y a un process qui est mis en place, on y va. Si ce n'est pas possible, on n'y va pas. En général, dans 90% des cas, on n'y va pas. Sincèrement, c'est très, 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 très compliqué, surtout dans la charcuterie, parce que c'est un process qui demande beaucoup de contraintes où le propriétaire décline. C'est trop lourd pour lui. Il faudrait qu'il change des tuyaux, des tubes. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ou sinon, nous, au bout du compte, on dit on n'y va pas, quoi. C'est pas possible. Donc c'est vraiment très très compliqué en France de faire ça. En Pologne ou dans les pays de l'Est, ils sont plus ouverts, d'accord ? Ils voient la partie business. Donc si pour eux ils font une étude, si ça leur apporte de l'argent et que le marché est ouvert, banco ils y vont. Ils implantent même une deuxième structure à côté de leur usine pour développer le halal. Pour eux, il n'y a aucune barrière. C'est beaucoup plus facile là-bas qu'en France. En France, c'est très compliqué. Alors justement, tu parlais de process. Alors, quels sont les process dans les usines ? En fait, dans les usines, on a deux catégories d'usines. On a l'usine où il y a du porc, donc, clairement, et des usines où il n'y a pas de porc. D'accord ? C'est deux process différents.
on va rester sur l'usine où il y a du porc. Très, très compliqué. Pourquoi? Parce que qui dit charcuterie dit poussoir. Poussoir, c'est des machines où on va pousser la viande dans des tuyaux. Par exemple, pour le process du merguez ou du saucisson, c'est la même chose. On va passer par un poussoir. C'est une machine où on va mettre de la viande, d'accord? Et cette viande-là va être poussée dans des boyaux. Donc, un boyau, c'est le contenant, en fait, du merguez ou du saucisson. Donc, le poussoir, c'est une machine où on va mettre de la viande hachée en général. Et c'est une sorte de mélasse qu'on va pousser dans les boyaux. Dans ces machines-là, les tubes ne se démontent pas. D'accord? Et en général, quand on pousse à la veille de la production du porc, c'est très compliqué pour dire qu'il n'y a pas de contamination. On a beau mettre des produits chimiques qui dégradent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde cette production, d'accord, au cas où, et on fait des tests ADN avant et après. Et en général, on trouve toujours l'ADN de porc. D'accord. Après le nettoyage, tu veux dire? Bien sûr, après nettoyage. Un moment, chez les distributeurs en France, c'était le sport national de prendre le produit du concurrent, de faire des tests ADN et de trouver du porc dans de la dinde ou du bœuf. Et de déclarer ça sur les réseaux pour détruire son concurrent. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, très compliqué de détruire l'ADN de porc. Donc nous, en général, on s'abstient. On n'y va pas. D'accord. Donc quand on a des grandes usines, des grands groupes qui détiennent 80% du marché halal en France, sans citer de nom, hein, on peut aller sur Internet, on verra, des grands groupes qui font du porc, et ensuite c'est le consommateur musulman qui passe derrière et qui mange de la dinde halal ou faire attention. Très bien. Donc du coup, encore une fois, pour être sûr d'avoir vraiment un produit fiable à 100%, c'est de se diriger vers des certifications 100% éthiques pour être vraiment tranquille à 100%. C'est clair. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur un sujet parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et de questions à ce niveau-là. Je t'avais demandé comment reconnaître une viande halal en étant vraiment sûr, hormis la certification et ce qu'on peut retrouver là-dedans. Tu m'avais dit il y a un point déjà très important et essentiel, c'est la provenance. C'est ça. Si une viande vient de certains pays, elle ne sera pas halal. Et donc, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Alors moi, j'aimerais vraiment que tu puisses nous informer là-dessus parce que j'ai eu des commentaires qui s'opposaient un petit peu à ça. C'est normal. Tu m'avais par exemple parlé de la Belgique. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait de la viande qui pouvait venir de Belgique, comme Bruxelles, et qui est halal. Alors peut-être que tu n'es peut-être pas rentré assez dans les détails pour certaines personnes. Donc si tu pourrais vraiment me donner des détails là-dessus, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que ça concerne beaucoup de gens, ça concerne aussi des restaurateurs, des boucheries, c'est des personnes qui travaillent, qui ont besoin de gagner leur vie. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même lourdes et très importantes. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses nous donner une information claire, parce que nous, on est là vraiment pour informer le consommateur. Mais voilà, mais vraiment, c'est très important qu'on ait une information vraiment claire là-dessus, s'il te plaît. Barakallahu fik, c'est vrai que j'ai vu les commentaires, il y a beaucoup de retours. C'est normal. Donc, on va rentrer dans les détails. D'accord? Quand j'ai répondu à cette question, j'ai répondu au niveau européen. Donc, j'ai cité des pays. Je ne les ai pas tous cités. Mais pourtant, c'est la Belgique qui revient. Les Hollandais ne sont pas venus, les Allemands non plus, les Suisses, les Irlandais non plus. Mais la Belgique, ça fait du bruit et c'est normal. Hein. Donc, le retour que j'ai eu aussi, c'est que la Pologne, parce que c'est vrai que je parlais beaucoup de la Pologne est en Europe. Et on nous disait, mais attends, tu dis que c'est interdit alors que la Pologne est en Europe. C'est vrai. Et la Roumanie est en Europe aussi, depuis peu. Il n'y a pas de dérogation là-bas. En Pologne, ça a été interdit le halal. D'accord? Ça a duré 2 ans, l'interdiction. Et pendant ces 2 ans-là, la viande ne se vendait plus. Donc il y a beaucoup de poulets en Pologne. Beaucoup. Et il y avait plus de... ils ne pouvaient plus la vendre.
production a complètement périclité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé cette loi. Ils sont revenus à la loi d'avant. Donc, le halal est redevenu et le pays il est en expansion. Donc, ça, c'est un point. Quand j'ai parlé de la Belgique, j'ai parlé d'électronarcose. D'accord ? Donc, ça aussi, il faut. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails et je n'ai peut-être pas été clair sur cette question. Quand on parle d'électronarcose, au niveau technique, on parle de poulet. D'accord ? D'accord. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, c'est clair. Électronarcose, on se dit c'est un animal qui est électrocuté, mais on ne sait pas forcément qu'on parle de poulet, de bœuf. Donc là, en fait, quand tu expliques que électronarcose, ça concerne que les poulets. Exactement. Donc l'électronarcose, ça déjà, c'est important de le préciser. Dans le mode d'abattage, l'électronarcose, c'est un bain d'eau, d'accord, dans lequel on va mettre de l'électricité, un courant électrique, avec un ampérage selon, d'accord, et on va faire rentrer les poulets à l'intérieur. Donc la chaîne rentre dans le bassin et ressort. Et quand elle rentre dans le bassin, les poulets, ils sont électrocutés, ça doit les assommer. Ça ne doit pas les tuer, ça doit les assommer. En général, ça les tue. Mais bon, ça, c'est notre... c'est un autre problème. Donc, je parlais d'électronarcose. Pour les bovins, j'aurais parlé d'assommage. Donc, j'avais parlé du matador qui casse la boîte crânienne. On va parler d'étourdissement avant et après la saignée, d'accord ? Mais on ne va pas parler d'électronarcose. Donc, ce que je disais, c'est qu'en Belgique, l'électronarcose est imposée. Il y a eu beaucoup de retours pour dire que c'est la vérité dans 2 régions qui concernent la Belgique. Donc, la Wallonie et la Flandre. C'est interdit, complètement interdit. Mais la Belgique a aussi une région qui est Bruxelles. Et sur Bruxelles, il y a un abattoir à Anderlecht. Anderlecht, c'est une ville à périphérie de Bruxelles qui dépend de la région de Bruxelles. Et il y a un abattoir qui fait de l'ovin, du bovin, donc des moutons, des vaches et des bœufs, du cheval aussi, je ne sais pas si ça se fait encore, et du porc. D'accord ? Il n'y a pas de poulet. Et il y a une dérogation là-dessus. Donc, ce n'est pas une dérogation, c'est la loi, elle était annulée pour cet abattoir, et on continue à faire de l'abattage rituel pour le bovin, en ce qui nous concerne nous. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai, donc il y a du halal à Bruxelles, mais aussi, lorsqu'on fait une étude, on s'aperçoit que l'importation de viande carcasse halal a explosé en Belgique. Donc, les départs, c'est la France, c'est l'Irlande et c'est la Hollande aussi. On avait dit qu'en Irlande, l'assommage était obligatoire. En Hollande aussi. En France, non. Il y a des usines où il y a des abattoirs où il y a des dérogations. Il y a beaucoup de dérogations en France au niveau du bovin. Bovin au vin, beaucoup de dérogations. C'est moins vrai dans l'électronarcose. J'en connais pas. À part un abattoir, un tout petit abattoir qui s'appelle Dagège, qui est à la limite Moucron, Roubaix. C'est vraiment une petite production. Donc là, oui. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, on travaille, nous, avec des usines en Belgique. D'accord ? Et lorsqu'il est arrivé cette loi, où elle commençait à arriver, ils se sont préparés, tout simplement. C'est pour ça que je parlais de ça la dernière fois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont délocalisé leur abattage. Il y a eu un commentaire où un de tes partenaires disait « AVS est en Belgique », par exemple. Comment se fait-il que le frère dise qu'il n'y a pas de halal en Belgique ? C'est vrai que c'est pas cohérent. Donc AVS travaille dans les abattoirs. Ils envoient les vivants, donc les bêtes vivantes, en France, vers Metz, là-bas. Il y a un abattoir qui abat tous les veaux, des bovins aussi, quelques bovins. Ils font l'abattage et ensuite ils rapatrient les carcasses qu'ils désossent ou qu'ils vendent en carcasse sur le marché belge ou sur le marché français. D'accord ? Ou sinon, ils ont délocalisé, mais ils ont aussi racheté des parts sur des abattoirs, des gros abattoirs en France. Et ils investissent et ils délocalisent leur abattage directement là-bas. Donc, dans les commentaires, il y en a qui disaient qu'il y a de la viande qui vient de Belgique et qui est halal, donc ils n'ont pas complètement tort. Je ne parle pas de poulet. Hein. D'accord. Donc, c'est-à-dire que
Parce que c'est vrai que comment c'était expliqué, vu qu'on n'est pas rentré dans les détails quand tu as donné les explications, les gens ont compris, toute la viande qui vient de Belgique n'est pas halal, c'est impossible. En fait, non. C'est le poulet, mais par contre, il peut y avoir du bœuf ou du mouton, enfin les autres animaux en tout cas, hormis les poulets, qui viennent de Belgique et qui sont halal, si j'ai bien compris. Après, la certification, ça c'est un autre débat, mais c'est ça ou pas, si j'ai bien compris? C'est ça. D'accord. Par contre, un poulet qui vient de Belgique et qui est halal, ça c'est impossible, si je comprends bien. C'est impossible et si c'est possible, eh ben, qu'on me donne les preuves. Il n'y en a pas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment concernant en fait le poulet. Et D'accord. il y a beaucoup de poulets de Belgique qui arrivent en France. Beaucoup. Parce qu'il est beaucoup moins cher et ça pose un gros Mais problème en qui France. est stipulé halal, c'est ça en fait, je comprends bien. Exactement, ouais. Ok. D'accord, donc c'est vraiment concernant le poulet où il y a Un vrai souci. un vrai souci. D'accord, donc c'est quand même bien qu'on soit rentré sur ce point-là C'est parce important. qu'effectivement, il y a eu des commentaires et moi je suis vraiment là pour informer les gens. Par contre, alors c'est pas toute la Belgique, c'est-à-dire qu'on parle que d'un seul abattoir, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement. Ouais. Et il se trouve où cet abattoir? Anderlecht. D'accord, ça c'est où? Ça c'est C'est la région bruxelloise. la région. D'accord, mais il y a qu'un seul abattoir. Oui. C'est-à-dire si ça vient de cet abattoir, c'est halal. Tous les autres abattoirs, ça ne peut pas l'être, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. Et l'abattoir, normalement, devrait être détruit d'ici 2028. Et pourquoi est-ce qu'il Ils vont va le être remplacer détruit? par des lotissements. Donc, où ils vont Délocalisé? délocaliser. Et s'ils délocalisent en Wallonie ou en Flandre, il n'y aura plus de halal. Ah, parce que là-bas, c'est Bien sûr, c'est interdit. Ou ils réimplantent dans la région bruxelloise. Et là, le halal pourra perdurer au niveau de l'ovin bovin en Belgique. D'accord. Alors, après, j'ai eu beaucoup de commentaires aussi à ce sujet-là. Toi, justement, tu l'avais précisé, tu es à la tête d'une certification, c'est ça, qui est Atesmia. Il y a des gens qui peuvent penser que quand justement tu expliques que dans telle et telle région, ce n'est pas halal, tu es peut-être en fait, en gros, en train de dénigrer certains secteurs ou des façons de faire pour mettre en avant ta certification. Donc, ce serait bien que tu puisses répondre à ces gens-là, parce que je sais que la certification halal, c'est quand même un gros business, c'est très lucratif, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent penser que tu es là à but commercial et business et de mettre en avant ta certification. Donc ce serait bien quand même que tu puisses nous éclairer là-dessus et te parler en toute transparence. Très bien. Déjà, pour mettre en avant ma certification, il faut que j'en parle. Or, depuis le début, je n'en parle jamais. D'accord ? C'est vrai. J'ai mis en avant AVS et Shahada. J'ai jamais parlé de ma certification. J'ai Tu parlé de mon en as expérience. juste parlé quand tu Ouais. t'es présenté. Bon, après, ça, c'est normal. Tout simplement. J'ai parlé de mon historique, de mon profil de poste, ce que j'ai fait. Et j'étais obligé de parler d'AVS et de Shahada. D'accord ? Mais sinon, à part ça, j'ai jamais parlé de ma certif. Et je veux même pas en parler. C'est pas le sujet. Vraiment, on n'est pas dans le sujet. Toi, tu es vraiment là pour informer notre communauté Exactement. sur le halal. J'ai 25 ans sur le terrain. Donc, je sais de quoi je parle. Et s'il y avait eu des retours négatifs ou des mensonges de ma part, on les aurait eu dans les commentaires. Or, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. 15% des retours sont positifs. Et c'est parce que c'est la vérité, tout simplement. Je ne travaille pas en Belgique, moi. Donc, je suis en train de parler de la Belgique, je ne suis pas en Belgique. Moi, je parle pour les Belges et pour les Français qui mangent du poulet belge. Tout simplement. Et j'ai rien à gagner à parler de la Belgique. J'ai beaucoup à perdre même. Parce que les retours vont être négatifs pour moi, c'est normal. Les distributeurs ils vont faire la guerre. Et c'est leur travail, c'est leur business. Donc quand on parle de business, c'est d'abord le business de la viande, pas de la certification. Donc là, je suis en train de parler de mon expérience et je vous dis la vérité. Je vous ai dit, si vous voulez faire de l'immersion, venez avec moi. Je vais vous montrer tout ce qui est halal. Je ne rentre pas dans le haram, c'est vraiment pas intéressant. Je vous montre, on fait une immersion, je vous montre comment travailler dans tous les process. Et vous allez comprendre que tous ceux qui sont en Pologne, en Roumanie, en France, qui travaillent dans le halal, ils font un travail incroyable. Tout simplement.
Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'assertif, c'est un business. Oui, c'est un business, mais pas pour tout le monde. D'accord ? Pour les grosses structures qui sont là depuis 30 ans, qui ont investi, qui ont transpiré sur le terrain, peut-être. Je ne dis pas qu'ils sont dans le lucratif, peut-être pour eux, parce qu'ils ont 30 ans d'expérience sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, non. Je connais plein d'associations qui font du halal, qui sont dans l'abattoir du coin, et qui sont là-bas que pour aider le village ou à Nancy, dans le sud de la France, Toulouse, Montpellier. C'est l'association de la mosquée qui y va, tout simplement. Voilà, ils ont un pécule peut-être, ils prennent 10 centimes au kilo pour pas grand-chose, mais ils le font. Ils se lèvent le matin, ils y vont. Ensuite, pour parler de travail, la certif, il faudrait rentrer dans le process. Qu'est-ce qu'une certification ? C'est prendre une étiquette et la poser ? Non, c'est pas ça. Pour faire un abattage, il faut minimum 5 personnes en déplacement. Quand vous êtes en Belgique, quand vous êtes en Pologne, en Roumanie, qui c'est qui paye ? Toute la logistique du déplacement, du transport, de l'hôtel, de la formation, qui paye ? Les salaires, qui paye ? Ça coûte. Bien sûr. Ça, c'est seulement pour l'abattage. Pour les productions, il faut être au minimum 4 personnes. Donc, entre l'abattage et la production, je sais pas moi, le pané surgelé, il y a 9 personnes. Un abattage, c'est une journée. Une production, c'est une semaine. Mais il faut les payer, ces gens-là. Et ça coûte. Et justement, ça se répercute après sur le, exactement. Sur le prix des... Et en plus, sincèrement, quand vous faites un devis, c'est rien. C'est quasiment rien. C'est rien du tout. Venez, vous allez voir. C'est un travail de fou. Donc, lucratif, oui, il faut bien Mais manger. Mais peut-être pas pour tout le monde, en fait. Mais sûrement pas pour tout le monde. Mais c'est un travail à faire. D'accord. Mais c'était quand même important que je revienne dessus. Après, moi, si je t'ai invité, c'est parce que je sais que c'est un sujet que tu maîtrises parfaitement et que tu sais de quoi tu parles. Donc, voilà, c'est important en tout cas d'informer la communauté. Et c'est pour ça que tu es là. Maintenant, forcément, sur ce que tu vas dire, je pense que tu diras des choses qui vont plaire et automatiquement des choses qui plairont moins. C'est clair. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire la vérité sur le halal et d'informer les consommateurs musulmans. Voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment le but principal. Après, une fois que les gens sont informés, par contre, ils ont tout à fait le libre arbitre et le choix de faire comme ils ont envie de le faire. Mais en tout cas, voilà, on est là pour informer les gens, donc c'est important de le préciser. Alors, Adel, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les sociétés qui détiennent le marché du halal en France ? Il y en a essentiellement, il y en a 3. Il y a Isla Délice, qui a plus de 40% du marché en charcuterie et en surgelé. C'est numéro 1. D'accord ? Ah, Isla Délice, ils sont numéro 1. Numéro 1, mais de loin. Hein. D'accord. Avec l'électronarcose. D'accord ? Ok. Donc, ils sont certifiés par la mosquée de Lyon qui accepte l'électronarcose. C'est ce qui a fait Isla Délice. Donc là, on parle de poulet et volaille, c'est ça ? Oui. Quand on parle d'électronarcose ? L'étourdissement, je ne sais pas. J'ai pas de... Mais l'électronarcose, oui. En fait, la mosquée de Lyon a pris le relais d'AVS. Isla Délice, c'est une société qui est montée avec la certification AVS. D'accord ? A été détenue par Herzog, qui a été le propriétaire, qui a misé à l'époque où personne misait sur le halal. Il a misé sur le marché du halal avec la certification AVS. Donc il a évolué, grandi avec eux. Ensuite, il s'est rendu compte que l'électronarcose était plus avantageux que le manuel. Et même au niveau des productions, il n'avait pas la matière qu'il voulait. Donc il voulait développer à mort et ce n'était pas possible. Donc il a donné un ultimatum à AVS, ou de passer à l'électronarcose ou d'arrêter. Donc on connaît la suite. Donc ils ont plus de 40% aujourd'hui avec l'électronarcose. Donc faire très attention quand même. 40% du marché. C'est énorme. Français, du halal. C'est des milliards. Ils se développent en Espagne. Faire attention. Ensuite, on a Fleury-Michon. Après Isla Délice, on a Fleury-Michon.
Ils sont numéro 2 du coup. Numéro 2. Ils ont, je crois, 20% du marché. Fleury-Michon. On va D'accord. développer derrière. Ah, justement, en plus, alors attends, tu me parles de ça parce que j'ai eu un commentaire là-dessus. Je l'avais. Tu vois, tu me parles de Fleury-Michon, voilà, il est là. C'est un commentaire qui disait acheter du halal chez Fleury-Michon, c'est une dinguerie. Mais c'est véridique. Alors, est-ce que tu Fleury- pourrais justement. Fleury-Michon, ils sont connus pour faire du cochon et du porc. C'est comme Justin Bridou. C'est une marque historique en France. Et puis elle est connue que pour ça. Mais maintenant, avec savoir... Fleury-Michon, moi je pense Justin Bridou et Bah, compagnie. Tout le monde pense à ça. C'est dans la conscience des gens. Donc acheter, rentrer dans le supermarché, on ne va pas donner les marques, pour acheter du Fleury-Michon en halal, c'est compliqué quand même. Normalement, on devrait être en alerte. Non, les gens, ils achètent. Plus de 20% du marché. Extraordinaire. Donc, ouais, c'est que vraiment, c'est énormément consommé. Alors. C'est la folie. Et troisième, c'est Oriental Viande, qui a 11% à peu près. 11%. Ils ont un cahier des charges, Oriental Viande. Hein. Mais comment ils travaillent, je ne sais pas. Ils n'ont pas de certif. À ce que je sais. Hein. Peut-être qu'il y aura un retour, mais je ne pense pas qu'ils ont une certif. Fleury-Michon n'ont pas de certif non plus. Peut-être la mosquée de Paris, je ne suis pas sûr. Parce que la mosquée de Paris faisait de la certif. Il y a eu un souci dernièrement, peut-être là, un an en arrière, et ils se sont arrêtés, je crois, de certifier, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis. Voilà. Mais pour on va dire, celui qui est plus sur le marché, qui est efficace, qui a une certification stricte et halal, vraiment avec un cahier des charges, c'est le process d'AVS, hein, ils sont certifiés AVS, c'est Islam Mondial. Islam Mondial, ils ont entre 11 et 12% du marché. Ah, quand même. Et ça se développe de plus en plus. Donc ils font un bon travail, c'est professionnel, c'est carré, et puis franchement, il n'y a rien à dire. D'accord. Et alors, parce que Islam Mondial, c'est distribué aussi dans les grandes surfaces. Bien sûr, Carrefour, Auchan, ils sont partout. Hein. D'accord. Bien Donc, sûr. par contre, Islam Mondial, c'est une marque qu'on peut acheter les yeux fermés, si je comprends bien. Islam Mondial, c'est la certification Islam Mondial est exclusivement AVS. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. C'est important de le préciser. Je reviens aux matières, parce que c'est vraiment très important. Les matières premières, par exemple, pour faire de la charcuterie, il faut du poulet. Beaucoup de poulet. Donc, les matières premières sont importées des pays comme la Pologne, comme la Hongrie pour la dinde aussi, la Roumanie, quelquefois, quoique là, le marché n'est pas terrible. Et donc, ils importent vraiment les viandes de là-bas. Ça coûte très cher d'aller là-bas sur place, de développer, ensuite d'importer, il y a du transport, etc. etc. C'est pas évident, la traça n'est pas évidente, mais ils font l'effort d'eux. Contrairement à d'autres qui prennent tout en électronarcose en France ou en Belgique, ou là où c'est imposé, et de ne pas faire l'effort de l'assertif. Donc, c'est très important d'aider ces gens-là pour développer et de mettre en place l'assertif qui vaut le coup. Et pas faire n'importe quoi et manger n'importe quoi. Et en plus, au niveau qualité, en charcuterie, c'est une catastrophe. Quand vous rentrez dans les détails de la charcuterie, beaucoup de charcuteries sont cancérigènes. Donc il faut faire très attention. Oui, on parle. Il n'y a pas que le côté halal, il y a aussi ça rentre aussi la dans qualité. le halal. Ça rentre dans le halal, c'est le côté la qualité du produit. Ouais, parce que dans la traçabilité, il y a des gens comme, là je citerai un frère qui s'appelle Mohamed Mellouk, qui est très 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 pointu sur la traça, très pointu. Et c'est lui qui fait l'étude des fiches techniques. Et il fait un travail de fourmi énorme. Et des fois, les prods, il y a des contrats qui sautent par le biais de Mohamed Mellouk. Pourquoi ? Parce que chimiquement parlant, c'est impossible de créer cette roulade de dinde, parce que c'est un cancer. Donc voilà. Donc une certif stricte, par exemple, ne fera pas un produit comme ça, tout simplement. Non, on évitera de le faire. Ok. Et justement, alors on parlait là de certif. J'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé, parce que tu me l'avais dit dans la première vidéo et ça n'avait pas été fait, d'avoir une liste des certifications. Et ça, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens attendent ça. Une liste des certifications
qui sont fiables et éthiques. Donc, si tu pourras justement me la communiquer, comme ça, je la mettrai en description sous cette vidéo. Je l'ai et je vais te l'envoyer. C'est pas une liste exhaustive, d'accord? C'est par rapport à moi. Donc, ceux qui sont pas dedans, allez pas faire des retours en disant qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Donc, je témoigne de ce que j'ai vu. D'accord. Ce que je connais pas, je ne connais pas. Ok, oui, toi, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui ne se figureront pas dans ta liste. C'est juste simplement que tu ne l'as pas vu de tes yeux, donc tu ne pourras pas les citer. Ouais. En tout cas, tu citeras ceux que tu connais et que tu as pu visiter. D'accord. À 100%. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a. La liste est longue. Hein. Ah bah, écoute, super. En tout cas, franchement, si tu peux tous nous les mettre, parce que ça a été énormément demandé. Et comme ça, au moins, vous pourrez la consulter et vous saurez que toute cette liste donc, de certification sera validée à 100% par Adel. Donc, ouais, ça c'est une très, très bonne chose. Est-ce qu'il existe des dérogations en France pour l'abattage manuel? Donc, qu'est-ce qu'une dérogation déjà? D'accord. L'abattage en France est régi par des lois et l'abattage manuel est proscrit. Une dérogation, c'est une autorisation ponctuelle dans des abattoirs pour faire un abattage manuel halal ou kasher. D'accord. Les juifs aussi demandent cette dérogation. Oui, ça existe. Dans beaucoup d'abattoirs, il y a des dérogations. Et même dans des très très grands groupes français, un des plus grands groupes européens, pour ne pas le citer, ils ont des dérogations et ils font des abattages manuels. Donc une dérogation, c'est donné par le préfet de l'abattoir. D'accord. Si l'abattoir est à Paris, donc c'est le préfet de Paris qui va donner cette dérogation ou ne pas la donner, cette autorisation. En France, dans la région parisienne, il y a Meaux qui vient d'être fermé depuis très très peu de temps, je crois 2 mois. Il y a et puis d'autres, d'accord, d'autres abattoirs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des abattoirs avec des dérogations. Et en France, comme j'ai dit, il y avait des grands groupes qui font du veau, qui font du bovin, qui font du ovin, surtout dans le centre de la France, pour pas, voilà, parce qu'ils n'aiment pas trop la publicité non plus, tu vois. C'est pas trop dans l'esprit de dire qu'ils font de l'abattage manuel. Donc voilà. Donc, mais il y a beaucoup. Et ces dérogations-là, elles sont données, comme elles peuvent être enlevées. Des fois, c'est politique. Donc voilà. Donc, alhamdoulilah, il y a en France, au niveau de l'ovin bovin, franchement, il y a de quoi faire. D'accord. Pour le poulet, c'est très compliqué. J'en connais pas. À part, je vous ai dit, l'abattoir d'Ajaj à Roubaix, j'en connais pas. Et qui ont des grosses cadences au niveau de l'abattage. Alors justement, comme tu parles de cadence, j'ai eu aussi pas mal de commentaires là-dessus, où on me disait, alors on parle de halal, mais quand on est sur une cadence d'usine à je ne sais pas combien de poulets ou de bœufs, de moutons à la minute. Alors, je ne sais plus, tu m'avais dit un nombre, mais je voudrais bien que tu me reprécises là-dessus. Est-ce que, du coup, la viande, on peut considérer qu'elle est toujours halal, même à ce rythme? D'accord. Tu poses 2 questions. En fait, tu as 2 questions dans une question. Le fait que la cadence soit augmentée, ça n'a rien à voir avec le halal. D'accord. On avait parlé au premier podcast que si on ne disait pas le bismillah, ça pose un problème. Et on avait mis aussi différentes écoles qui acceptaient le fait d'oublier volontairement ou pas. Et on est rentré dans ces détails-là. Et le fait qu'il y ait une grosse cadence, est-ce que la bête reste halal? Oui, elle est halal. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il est bon de le faire? Ça, c'est une autre question. D'accord. Au niveau productivité, est-ce que c'est bon, pas bon? Au niveau de l'éthique aussi, est-ce que c'est bon, pas bon? Est-ce que le musulman doit manger de la viande tous les jours, tout le temps? Là où on va dans les restaurants, on n'est plus des végétariens, on est vraiment des carnivores. S'il n'y a pas de viande, on ne mange pas. Donc là, ça c'est un autre problème. C'est un problème éthique. Ça n'a rien à voir avec la religion au niveau du est-ce que c'est halal ou c'est haram. Je suis d'accord avec toi. Nous, c'est pour ça que dans le premier podcast, je t'avais dit que nous, on avait mis une cadence minimum et maximum. D'accord? C'est très important. Mais peut-être que dans les retours que j'ai vus, c'était pas détaillé. Et on a mal compris, en fait.
Moi, quand je dis qu'il faut minimum 2000 à l'heure, il y a des gens, ils ont fait le calcul, ils ont dit que c'est quasiment impossible de dire Bismillah ou même de sacrifier. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, c'est 2000 à l'heure, mais pas pour un homme, pas pour un sacrificateur. Ils sont minimum 2, voire 3 sur la chaîne. C'est 2000 D'accord. à l'heure, en fait, dans l'usine. Dans l'usine, exactement. C'est la chaîne qu'on met à 2000 à l'heure. Ok. C'est une chaîne. Donc, je vous explique comment ça se passe. Si vous avez 2 sacrificateurs, on en met un à 1 mètre de séparation l'un de l'autre, et ils en font une sur 2. Donc, le premier, il prend la première, et l'autre, il va prendre la deuxième, etc. etc. Ou sinon, on en met 3. Quand c'est des cadences, voilà, c'est fatigant, ils préfèrent commencer à 3, par exemple, je ne sais pas. Donc, c'est pas 2000 à l'heure pour une personne. C'est 2000 à l'heure pour 2, 3 personnes. Ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Donc là, voilà, la cadence, elle est faite. Et si on a besoin d'en mettre 4, on en mettra 4. D'accord. C'est pas un problème, c'est pas un souci. Je sais que dans certains sites, ils ont mis 8 abatteurs. 8 sur la chaîne. C'est pas 4-4, hein, c'est 8. Donc c'est vraiment... c'était pas des grosses cadences non plus. Ça permet de respecter une cadence. Et puis même pour le sacrificateur qui soit tranquille, qui puisse dire sa bismillah tranquillement, sans stress, voilà. Donc on a de tout. Ok. Et puis il y a des gens, ils mettent personne. Et c'est la scie qui coupe. Et c'est électronarcose. Voilà la différence. Très bien. Bah, écoute, ça mérite en tout cas d'être clair pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas par rapport aux questions et aux commentaires qu'on avait reçus. Donc vraiment merci beaucoup en tout cas Adel d'avoir pu nous éclairer et d'avoir surtout éclairé donc, les personnes qui nous ont regardés. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas. Adel va me communiquer de toute façon la liste des certifications que je mettrai donc en description de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Adel. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Adel, je te laisse le mot de la fin. Réveillez-vous.